Quand les parents font jouer leurs enfants aux jeux vidéo de leur jeunesse, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas les malins. Encore, non, c'est pas la peine. Voilà. Ah ouais, faut appuyer sur un bouton pour sauter. Bah, t'as pas... t'en as qu'un? Non. Mais il saute 2 ans après? Ah bah, c'est compliqué. C'est lent, hein? Eh ben oui, c'était comme ça avant, mais pas toujours. Sur celui-là, il faut renvoyer une balle carrée super vite avec cette drôle de manette. Ah, c'est dur. T'as 10, t'auras pas 10. Si, peut-être, mais t'auras pas 12. Non, il a gagné. Eh oui, perdu. Ah bah oui, qui a dit que vous étiez meilleur que les adultes, hein? Pour Marcus, la star des jeux vidéo rétro, cette petite compétition entre générations lui tirerait presque une petite larme d'émotion. Voilà, ils apprécient, je sais pas si c'est le père et le fils, je pense que oui, c'est ça, voilà, gamer de père en fils. Voilà, c'est ça, la transmission de l'amour du jeu vidéo. Moi, je trouve ça magnifique. Ça me met des frissons, regarde, j'ai des poils de bras qui se dressent. De voir, voilà, un papa, son fiston qui partage ça, c'est génial. Et on voit qu'ils ont le sourire. Tu sais, souvent dans les reportages sur les jeux vidéo, ils prennent exprès des gens qui sont comme ça. Ben là, on voit que ça rigole et que c'est convivial. Pour moi, c'est ça le jeu vidéo, voilà. Jouer aux jeux vidéo, c'est toujours un moment de plaisir où on se coupe de la réalité pour s'immerger totalement dans une aventure dont on est le héros. Seul ou en groupe, les pixels font la joie des grands comme des petits. Tu mourras pas. Et avouons-le, on a tous connu cette sensation. Aujourd'hui, mais aussi pendant les décennies précédentes. Ah non, eux, ils ne connaissaient pas par contre, car c'est seulement en 1958 que le premier jeu a été créé aux États-Unis. En un demi-siècle, les choses ont bien changé. Heureusement, passant d'un graphisme basique... Tout est dans la tête, hein, tu vois. à de l'hyper-réalisme. Et il y a eu des progrès dans l'intrigue du jeu aussi. C'est beau. Pour gagner en qualité, les constructeurs se sont livrés une véritable guerre que les joueurs vivaient par procuration. Il y avait des débats, toi, dans ta cour de récré, en mode c'est qui le meilleur entre Mario et Sonic, machin, etc. Depuis 2012, c'est un art à part entière, le 10e plus précisément, et pourtant le jeu vidéo a souvent été diabolisé. En France, de nombreux spécialistes de l'enfance alertent sur ce nouveau monde où tous les coups sont permis. Dans la plupart des jeux, la mort de l'ennemi, son élimination, est présentée comme une fin en soi, comme une source de plaisir. Et là, on peut vraiment s'interroger sur la valeur éducative du scénario qui est ainsi proposé. Oh, comme vous y allez. Le jeu vidéo est souvent synonyme de rire et de victoire mémorable. Cette nostalgie pousse certains à collectionner à tout prix consoles et jeux de leur enfance. La Master System de Sega, la Saturn, première PlayStation, la PSP, la ColecoVision, la Super Nintendo, le CDI de Philips. C'est qu'on a ce plaisir de se dire aujourd'hui on a un métier, on travaille et on peut se payer des jeux qu'on ne pouvait pas se faire quand on était gamin. En fait, c'est un petit peu un retour, une revanche sur le passé quelque part. Pour vous faire revivre un demi-siècle de jeux vidéo, collectionneurs, joueurs, personnalités et experts partageront leurs connaissances et leurs coups de cœur. Parmi eux, Marcus, la référence du jeu rétro. Vanessa Lambert, spécialiste de Sega. Conquerax, youtubeur. Je m'arrête là, je chante très mal. Florent Le Cohanet, champion du monde de Super Mario Kart. Et les joueurs du grenier. La grosse orchestrale. Embarqués pour un voyage pixelisé dans le temps. Il était une fois, il y a fort longtemps, enfin, en 1958, le meilleur ami de l'homme naissait. Non, pas lui, celui-là. Oh, qu'il est mignon. Le jeu vidéo est né dans les universités américaines. C'était notamment des chercheurs, c'était dans les années 50, 60, ces eaux-là. C'est des scientifiques qui sont dans un laboratoire, ils ont des oscilloscopes, c'est du vrai matériel scientifique. Les premiers servaient pour faire des calculs balistiques de lancement de missiles.
Et les gars, au lieu de calculer des missiles, se disent « Ah, ouais, si on faisait un jeu de tennis, ah ouais, Maurice, on y va. Alors on bricole l'oscilloscope et hop, on regarde, t'envoies la balle !» En gros, t'avais un espèce de radar et dans ce radar, t'avais en gros une balle comme ça. Ils ont vraiment fait ça, je crois, sur leur temps de travail pour se distraire et puis voilà quoi. C'est génial qu'en plus une application militaire se transforme en truc de loisir, c'est génial. Cette drôle d'initiative ne va pas rester un jouet de savants fous bien longtemps. Dès 1971, une première machine destinée au public est fabriquée. C'est le Computer Space. Franck, un collectionneur d'arcade, en possède 3. Alors, ça a été un carton à l'époque ? Ah, ça, c'était dans les bars, mais ça n'a pas du tout marché parce que le jeu était trop compliqué. Le plus important dans un jeu, c'est le gameplay. Celui-là est totalement injouable. La borne est magnifique. Elle est toute en fibre de verre, elle brille. Et là, on retrouve ici le nom, ce qui va devenir Atari, c'est-à-dire que Ziggy. Ah ouais, ils ont bien fait de changer de nom. C'est pas très vendeur. Je pense que c'est le nom qu'on donne à sa société quand on pense que ça marchera pas. Là, je suis le vaisseau qui est ici, là, au milieu, là, l'espèce de fusée. Et je dois tirer. Je dirige. Viens, attends, je vais t'avoir, viens ici. Et vous voyez, le gameplay est c'est assez aléatoire le jeu, en fait, compte. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment la première bande d'arcade. Voilà, la partie est terminée. 25 cents, c'est perdu. 0 point. Heureusement, les créateurs de jeux ont eu une autre idée pour passionner le public. Reproduire un sport sur console. Avec un peu d'imagination, bien sûr. La banque incartonnée, là, c'est Pong, qui a été mis dans un café en Californie, si je me souviens bien. La borne, elle est assez carrée, c'est dans les années 70, donc c'est vraiment, tu sais, du bois marron avec écrit Pong dessus, c'est très limité. Ça a été les premiers vrais succès en machine d'arcade, en borne d'arcade. Et après, il y a eu Space Invader, tout ça, qui ont vraiment accentué le truc. Après, on a eu des bornes beaucoup plus jolies, où à chaque fois, il y a des choses dessinées. Il y en a une juste derrière. Voilà, tu vois, il y a des choses dessinées sur les côtés. Chaque jeu a son décor qui va avec. C'est beaucoup plus élaboré après, quoi. Ces arcades sont des objets de convoitise pour Franck. Cet informaticien de 53 ans les collectionne depuis 20 ans. Et ce matin, il en récupère une nouvelle à Roubaix, dans le Nord. Elle est là, elle nous attend. Enfin, car cette machine de 150 kg voyage depuis 5 mois. Attends, on va voir que rien ne tombe à l'intérieur. Attention. Moment de vérité. Non, tout est bien attaché. Elle a l'air dans son jus, mais elle a l'air en bon état pour une borne qui a plus de 40 ans. Je l'ai achetée du côté de Chicago. Elle est allée en camion en Californie. De Californie, elle est venue en container à Roubaix. Et maintenant, elle va aller de Roubaix en région parisienne, en camion. Voilà, ça fait un long périple. Donc maintenant, j'ai hâte de la ramener à la maison, de la déballer. Hop, c'est parti. Il nous reste 250 km à faire, c'est les 250 derniers kilomètres de la borne et on sera à la maison. Voilà. De retour chez Franck, il faut encore manœuvrer avec précaution cette arcade de 1979 avant de pouvoir la déballer. Attention. Là, elle penche là. Non. Abîme pas, hein. C'est l'enfer, les graviers. C'est bon ? On va la tourner là. Et ben voilà. Ça va être le moment de la découverte. Pour voir si tout s'est bien passé. Elle n'est pas très droite. À mon avis, les pieds sont cassés. Donc ça veut dire qu'il faut percer la serrure. Pardon. C'est pas grave. On comprend votre émotion après tant d'attente. Ça fait au moins 5 ans que je la cherche cette borne. J'ai l'extincteur, on va essayer de la brancher. Rassurant. Alors, il faut qu'on aura une image. Ah, c'est mal parti. Ah non, elle fonctionne. Du premier coup. Comment on met les crédits ? Et sur ces bornes, impossible de jouer sans mettre une pièce dans la fente, sauf en ouvrant la machine. C'était dans les cafés, hein, c'était dans les bars. Voilà. J'ai mis les crédits.
Noël, tu viens jouer? Tu vas me mettre dans la clé? Ah, j'ai perdu déjà. Sur l'écran, un jeu d'escrime s'anime. Déjà, j'ai perdu 2 fois 25. J'ai fait un demi-dollar de partie déjà. Donc, j'ai pas joué longtemps. Hein. J'ai pas été très bon. Ouais, c'était créé pour ça. Les jeux devaient être difficiles pour qu'ils rapportent de l'argent. On n'avait pas non plus de l'argent de poche illimité. Il fallait se dire, là, j'ai une pièce. Avec une pièce, j'ai 3 crédits. Il faut le faire durer. Franck bichonne ses pièces de collection pour les conserver en parfait état. Ah, il y a un petit problème de manette. Il va falloir la dépoussiérer, je vais l'astiquer, la nettoyer, même les côtés. Les côtés, il y a 40 ans de poussière, donc non, il y a une grosse séance de nettoyage à prévoir. Il n'existe qu'une dizaine d'exemplaires de cette borne Warrior dans le monde. Une rareté qui a un coût. Ça, c'est 9 000 $. Parmi les bornes d'arcade, c'est parmi les plus chères. Voilà. Il y a peu de bornes qui dépassent les... on va dire quoi? C'est 7 000 €. 7 000 $, c'est un cap. Ça a beaucoup augmenté. Et ça a beaucoup augmenté. Vous voulez que je vous fasse faire un petit tour? Oui, il vaut mieux être accompagné. Hein. C'est un véritable labyrinthe ici. Depuis 20 ans, Franck a stocké une centaine de machines des années 1970-80, collées les unes aux autres et ne s'en séparaient pour rien au monde. Donc ça, on a Atari, on a Cosmic Chat. Ici, on a des bornes Sega. C'est des machines qui étaient faites pour le grand public, donc on peut les maltraiter. Ils sont pas fragiles. Là, c'est une course de voiture. Et ça, c'est vieux aussi, ça, c'est soit 77. Mais c'est vraiment les tout premiers jeux de course, et avec une pseudo, on va dire 3D. Enfin, beaucoup de ces jeux ont créé des styles de jeux vidéo qui existent toujours. Et ce sont les tout premiers. Bon, et vous allez la ranger? Ça, c'est une très bonne question, et il va falloir maintenant que je réfléchisse. Je vais jouer à Tetris. Moi, j'aime beaucoup jouer à Tetris avec des bornes. Voilà. Oui, bah vous auriez peut-être mieux fait de collectionner les timbres, hein, ça prend moins de place. Revenons 50 ans en arrière. Dans les années 1970-80, les salles d'arcade sont des lieux branchés par excellence. Oui, c'est branché, comme on disait à l'époque. C'est in, et dans le coup. Les jeunes générations y passent des heures, fascinées par ce nouveau divertissement interactif. Je me souviens, quand on rentrait dans une salle ou une caravane avec des bandes d'arcade, ce qui marquait le plus, c'était vraiment le bruit. Parce qu'en fait, chaque borne devait attirer les clients, parce que c'est en mettant des pièces qu'on prenne nos parties, donc il faut attirer les petites piécettes des joueurs. Il faut faire du bruit. Donc ça peut être un jingle, ça peut être des sons du jeu et une espèce de brouhaha qui rentre comme ça. Et à l'époque, la star des salles d'arcade, c'est le jeu Pac-Man. Un vieil ami, une vieille connaissance. Premier héros du jeu vidéo, la première figure emblématique, avant Lara Croft, avant Mario. Donc ça, c'était vraiment bien d'avoir un jeu avec 2 phases vraiment différentes. Avant Pac-Man, les jeux, c'était toujours la même chose. Les extraterrestres arrivent, on les dégomme, une fois qu'on a fini, on en redégomme d'autres, etc. C'était toujours la même chose. Pac-Man a introduit cette idée de petites variations. Voici un joueur de Pac-Man de la première heure. Petits indices, il porte des lunettes et il aime la science. Vous avez deviné? Mais oui, c'est Mac Lesguy. Pac-Man, c'est vraiment toute ma jeunesse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de console chez soi. Et donc, on allait jouer dans des cafés. Voilà, c'est mort. 30 ans d'efforts et toujours aussi peu de résultats. Dans les années 80, c'est toute une génération qui se passionne pour ces jeux. Ce qui est amusant dans le jeu vidéo, c'est que alors moi j'ai été élevé avec les jeux de société, les jeux de cartes. Pour la première fois, on joue contre une machine. On est dans les années 80, il faut voir ce que c'est. C'est magique. On a l'impression que l'ordinateur qui est à l'intérieur de Pac-Man est super intelligent. On se bat contre la machine. On a vraiment l'impression de plonger dans le 21e siècle, dans le futur. C'était extraordinaire. Et aujourd'hui, le jeu en vaut-il toujours la chandelle? C'est un jeu qui a bien vieilli parce qu'il est toujours aussi dur. Voilà, hop. Ah, ça vous donne envie de rejouer, hein, pas vrai? Eh ben, pas du tout. Parce qu'il est beaucoup trop dur pour moi. C'est trop dur, ça. Moi, je suis un homme calme. Ah, il faut être excité pour jouer à Pac-Man. Hein. Bon, bah, sans regret, alors. Les garçons qui faisaient des gros scores à Pac-Man, ce qui n'était pas mon cas, avaient beaucoup de facilité pour draguer les filles. Parce qu'on disait, lui, il est très fort à Pac-Man ou à d'autres jeux, et tout, etc. Et ça, c'était un... Ah, ça plaisait à l'époque. Hein. Ce qui n'a jamais été mon cas, je le dis tout de suite. Rassurez-vous, Mac. Grâce au progrès, il sera ensuite possible d'être mauvais aux jeux vidéo en toute intimité.
Pour les fabricants, c'est sûr qu'un café, une salle d'arcade, ça limite quand même le public. Si on peut distribuer un jeu vidéo à grande échelle dans les grands magasins, dans les magasins de jouets, dans les magasins de high-tech, etc., là, c'est sûr que c'est un marché incroyable qui s'ouvre. Donc c'est normal que Atari et les autres se soient engouffrés là-dedans. Voilà comment est née la première console de salon. Et pour l'admirer, direction le Pixel Museum à Bruxelles, en Belgique. La voici. Bon, là, ok, ça n'a pas l'air génial. Mais en 1972, c'est une petite révolution. Rappelons qu'à cette époque, 70% des Français ont la télévision, mais il n'y a que 3 chaînes. Alors, jouer aux jeux vidéo chez soi, c'est une dinguerie. The electronic game of the future, and the family's best foul weather friend. Vu le succès de l'Odyssée, tout le monde essaye de suivre le mouvement. Il y a plus de 2000 consoles de type-là qui sont sorties entre 1977 et 1980. Et tout le monde a fait ses ponts. Plein de marques, tout le monde a voulu croquer, tout le monde s'est dit oh là là, il y a de l'argent à se faire avec le jeu vidéo. On peut voir Radiola, on peut voir Seb, où ce sont les marques de l'électroménager. C'est pas les marques de jouets, c'est vraiment un produit électroménager. Les gens qui sont d'époque se souviennent de la yaourtière, de la sorbetière. Et il y avait à côté la Téléscore. J'ai une console Moulinex à la maison avec Pong. Il n'y avait pas de cartouche, tu ne pouvais pas changer de jeu. Et le souci, c'est que tous ces jeux-là, c'est un jeu de tennis, c'est un Pong. Donc 2000 consoles qui font des Pong, il y a un moment, une fois qu'on en a un, il n'y a pas d'intérêt d'acheter les autres. On ne peut pas changer les jeux dans toutes ces machines-là. Et du coup, il y a un moment, il y a eu le premier crack du jeu vidéo, c'est qu'il y a un moment, ça n'intéressait plus personne. Game over. Et si on s'était arrêté là, l'histoire du jeu vidéo aurait fait un gros flop. C'est sûr que ça lasse. Au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. Et puis on voit ce qu'il y a dans les salles d'arcade. On voit Pac-Man, on voit Space Invader, on voit Galaxian, Donkey Kong qui commence à arriver. Voilà, donc on se dit, on aimerait bien voir ça à la maison. Heureusement, un constructeur va avoir l'idée de proposer d'autres jeux. En plus de Pong, qui continue d'être bien évidemment le jeu phare. Cette console, c'est l'Atari 2600 qui sort en 1977. Le succès est immédiat. Avec les 900 jeux qu'elle propose, le jeu vidéo est sauvé. Le gros progrès de l'Atari 2600, c'est le fait de pouvoir changer de jeu, d'avoir des cartouches. Donc au lieu d'avoir son pauvre Pong avec 4 variantes un peu ridicules, on peut vraiment changer de jeu. Et Pac-Man, c'est pas du tout la même chose que Space Invader, c'est pas du tout la même chose que Scramble ou un combat de tank. Donc là, tout à coup, t'as une variété de jeux absolument incroyable. D'autres consoles débarquent, ColecoVision, Mattel, CBS. Les constructeurs du début des années 80 atteignent des sommets de créativité pour séduire les joueurs. Et à 2 pas de la frontière suisse, ce n'est pas ce Savoyard qui vous dira le contraire. Mais non, pas celui-là. Lui. Bonjour à tous et bienvenue chez Colic Fantastique. Ce collectionneur de jeux vidéo rétro partage sa passion sur sa chaîne YouTube. À chaque jeu que je mentionne dans les vidéos, j'ai des retours de personnes qui me disent « Ah, t'as aimé ça, donc tiens, tu peux aller découvrir tel ou tel jeu. » Et en fait, on s'enrichit tous mutuellement, c'est super. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai découvert tellement de jeux, mais c'est incroyable. Enrichissant, oui. Au fait, votre pseudo, à quoi fait-il référence ? Comment je vais dire ça ? J'avais pas envie de mettre mon vrai prénom. Donc je me suis dit, vu que je joue pas très bien, autant pas se prendre au sérieux. Donc on va mettre Colic, et Fantastique pour dire quand même que voilà, c'est pas si mal que ça. Voilà, c'est un entre-deux, si tu veux, pour pas se prendre au sérieux. Voilà, mais c'est en rapport avec... C'est pour te montrer un petit peu que je prends pas vraiment trop les choses au sérieux, quoi. Voilà. Rassurez-nous, Conquerax, votre pseudo à vous, il est bien en rapport avec le jeu vidéo ? Mon pseudo Conquerax, c'est Conker's Bad Fur Day. Alors c'est assez particulier parce que c'est un jeu de Nintendo 64. Moi je l'ai connu, j'avais 9-10 ans et ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement impacté que voilà, aujourd'hui ça fait partie de mon pseudo. Ok. C'est un petit écureuil tout sympathique, monde très coloré, etc. On arrive dans des niveaux, honnêtement, il y a un monde du caca, je peux le dire, voilà. Avec, tu prends du papier toilette et t'as un boss, c'est un gros, et tu lui balances du papier toilette dans la bouche. Voilà, c'est un exemple qui est assez dingue. Ah d'accord. Et sinon, Colic, vous avez des trésors à nous montrer ? Ça, c'est l'histoire du jeu vidéo. Oh, une console Vectrex ! Ça, c'est sorti en 82-83. Donc j'étais presque pas
pas né. Donc j'ai évidemment pas connu ça à l'époque. Et en fait, donc comme tu peux voir, tu as t'as la manette qui est ici. Et donc voilà la tronche de la manette. Alors, il faut vraiment savoir que cette manette, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Elle vieillit très mal, les boutons, c'est un enfer. Le joystick, il est dégueulasse, c'est tout. Bon, après, pour l'époque, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais vraiment, c'est pas évident. Ça vieillit très mal. Puis alors, la configuration d'avoir 4 boutons comme ça, c'est pas pratique, quoi. Parce que normalement, ils doivent être les uns sur les autres. Mais alors, tu as une manette à rallonge, bon, c'est pas hyper pratique. L'originalité de cette console, c'est qu'elle possède un écran que l'on peut habiller. Donc l'overlay, tu l'enlèves. Là, c'est celui pour le jeu qui est dedans, tu vois, je te montrerai. Et tu changes. Et ça te change un peu le décor. Et ça te permettait d'avoir peut-être une meilleure immersion dans le jeu, quoi. Enfin, entre guillemets. Malin. Cette borne d'arcade vectorielle miniature s'est vendue à 1 500 000 exemplaires. J'ai voulu la récupérer quand j'ai commencé à collectionner depuis 2009, en fait. C'est à partir de là où je me suis dit, ah ça, pour moi, c'est une bécane qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Donc je la voulais. Regarde ça, comment c'est beau. À l'époque, ce bijou de technologie coûtait l'équivalent de 585 €. Donc là, le but, c'est de défoncer tous les petits vaisseaux. Et après, tu passes au niveau d'après. C'est très basique, hein, évidemment, dans le système. Et l'avantage d'une console comme ça, c'est que t'as pas besoin de la brancher sur la télé aussi. Ça veut dire qu'elle se suffit à elle-même. C'est une console, on va dire, transportable. Donc c'est pas mal aussi. Alors, bon, transportable, faut avec un petit carton de déménagement, mais voilà, quoi. Et après, je peux te montrer vite fait, tu vois, un jeu de course, comme ça tu vois un peu l'effet que ça fait. Hyper Chase. Alors là, ça rigole plus, regarde. Alors après, on va nous parler des Gran Turismo, des Forza Motorsport, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin au final. Tu vois, tout est dans la tête, hein, tu vois. Oui, effectivement, mais il faut pas mal d'imagination. Regarde ça, et t'entends le bruit du moteur. Voilà, bon, plus on va vite, plus c'est compliqué, mais... 40 ans plus tard, cette console coûte entre 500 et 1000 € selon son état. C'est sûr que c'est pas commun, tu vois. Et encore plus si tu commences à l'avoir en boîte et tout, moi je l'ai juste comme ça, tu vois, en loose, comme on dit. Si ce n'est pas commun, c'est que malgré son succès, la production de cette console a été stoppée par un événement imprévu, un crash du jeu vidéo. Ça fait peur, hein? Tout s'arrête et on comprend pas pourquoi. En tout cas, en tant que gamer, on comprend pas pourquoi, puisque nous on s'amuse bien et tout va bien et ça progresse. Pourquoi tout à coup ça s'arrête? Parce que... j'ai envie de dire comme d'habitude, des gens ont spéculé sur cette industrie du jeu vidéo en disant « Oh, il y a du pognon à se faire ». Il y a eu tout un tas de jeux avec des systèmes de jeu vraiment très très vides, du genre Charlotte aux fraises. C'est juste, il y a Charlotte aux fraises qui apparaît, et puis il faut sélectionner le bon chapeau avec la bonne tête et la bonne robe, et après le jeu est fini. On est à 2 doigts du jeu d'éveil, ouais. Ah ouais, c'est... Et facturé 50 balles, quoi. Ah ouais, puis la musique est sympa en plus. Je me souviens de l'agence Tourisque, où c'est juste une tête. Et c'est la tête de Barracuda quand même, tu la tête de Barracuda, oui certes, mais c'est une tête. Sinon, non, on est vraiment à 2 doigts de l'arnaque pure et simple, et il y en a eu tellement des jeux comme ça. Bon, allez, avouez que vous avez envie de voir ce que ça donne quand on ramène un jeu bien pourri à la maison. Allez, on essaie. Merci, Bobby. Ah, j'ai les oreilles qui saignent. Ah, pas mal. On a une souris qui est poursuivie par des chats dans un labyrinthe, sauf qu'on ne voit pas le labyrinthe, sauf quand on meurt. Donc il faut mémoriser le parcours, c'est quasiment impossible. Et dans les... Ah voilà, on vient de voir le labyrinthe. Ah mais on le voit 3 et une demi-seconde. C'est trop dur. Je croyais que t'étais un champion, Florent. Ah bah ouais, mais les compétences sont pas transférables sur tous les jeux, malheureusement, oui, ce serait trop beau. Ça serait trop beau. C'est des sadiques, les gars, qui ont créé ce jeu. Comment veux-tu mémoriser visuellement un labyrinthe invisible? C'est bizarre comme idée, quoi, tu vois. Le concept est foireux dès le départ, et la réalisation vaut pas beaucoup mieux, quoi. Et c'est peut-être Mousetrap qui a flingué l'Atari, là, maintenant que j'y joue. Eh ben non, il y a eu pire, figurez-vous. L'emblème de ce crash est ce jeu sorti en 1982, tiré du film E.T. Ils sont un peu dans l'abattage, quoi, parce qu'on citait justement E.T. E.T., c'est ça qui les a tués, c'est qu'ils ont créé une hype, parce qu'il y avait le film qui allait sortir en salle, il fallait synchroniser absolument le produit dérivé qui était le jeu vidéo à l'époque. Non, les jeux, ça prend 5-10 ans. Là, à l'époque, il me faut un jeu pendant 3 semaines, allez hop, on s'y met, et puis voilà, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on a des jeux qui sont des fois développés en quelques jours, quoi. Et donc, ça arrive sur l'étalage, on regarde les captures d'écran à l'arrière de la cartouche, on fait, bon, ça a l'air joli, on l'achète. Ou la couverture avec E.T., hein, tu vois, c'est le jeu E.T., donc je vais le prendre pour mon fils. C'est ça, et du coup, on rentre à la maison, on met ça dans la console.
On voit qu'on s'est fait avoir et on est en mode, jeux vidéo c'est de l'arnaque. Et c'est comme ça que les gens ils ont perdu confiance en fait. E.T. Maison téléphone. Ah mais vas-y, on te retient pas, hein. Heureusement, en 1985, un ovni venu tout droit du Japon va révolutionner la vie des joueurs. La console de Nintendo. Les gens ont eu le temps de se remettre du crack et sont prêts à nouveau à refaire confiance à un constructeur avec un bon marketing et des bons jeux et des beaux jeux également. Nintendo, ils ont fait des gros efforts là-dessus et quand un jeu sortait, il était bien. Mon papa avait la NES. Vraiment la NES, et il joue à Super Mario Bros, mais surtout à Duck Hunt. C'est un jeu de tir au canard avec un pistolet orange, le zapper. Ah, mais c'est magnifique! Ah bah voilà, superbe! Eh ben voilà, exactement. J'ai vu mon père, il était comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait devant l'écran? Ça fait bizarre hein, quand vous voyez votre papa ou votre maman devant l'écran en train de faire ça, vous vous dites, c'est étrange. Et parmi les jeux de l'époque, un personnage phare émerge du lot, c'est Mario. It's me, Mario. Mario, il a une moustache parce qu'à l'époque, avec des gros pixels, on pouvait pas dessiner une bouche, c'était trop fin. Donc une moustache, c'était faisable. Même chose pour la salopette, c'était une façon d'avoir un vêtement un peu reconnaissable. Et là, une casquette, parce que c'était impossible de faire des cheveux, c'était trop fin. Donc le fait d'avoir une casquette permet d'avoir un personnage avec quelques pixels qui ressemble à quelque chose. Un personnage assez éloigné du super-héros quand même. Ouais, Mario, un plombier moustachu italien, je suis pas sûr que j'aurais misé là-dessus honnêtement. Et pourtant... Carton gigantesque. 62 millions de consoles Nintendo sont vendues. Alors forcément, ce succès fait des envieux. The Mega World, with thousands of colors, 16-bit graphic technology, and 10-channel Mega. En 1990, Sega sort une console, la Mega Drive. Faute de mascotte, la firme tente de se démarquer avec des jeux originaux et exclusifs. Et pour Colic, le jeu qui illustre le mieux cette stratégie pour voler la vedette à son concurrent, c'est Moonwalker, dont le héros est Michael Jackson. C'est le début de Smooth Criminal, du clip vraiment. Donc il rentre, il jette la pièce, bam, dans le... et t'as la musique qui commence. C'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel, qu'est-ce que je te dis. Ouais, laissez-moi tranquille, mademoiselle. Et évidemment, le coup qui sert à rien, c'est ça. Mais c'est histoire de quoi, c'est Michael quoi, en même temps. Pas... La plupart des chansons du jeu sont tirées de l'album Bad. Elles ont été adaptées par Michael Jackson lui-même. Celui-là, je l'ai eu vraiment à l'époque, mais j'étais comme un dingue, mais j'ai tellement squatté. C'est hyper bien fait, l'animation, enfin pour l'époque, c'est génial. Parce qu'ils ont vraiment repris les codes de Michael, sa façon de bouger. Sans que le mec peut pas ouvrir une porte simplement, quoi. Le gars, il ouvre une porte, il est obligé de faire un 3-6. T'as une super attaque, c'est ça. Et là, tu vas avoir une belle choré. Voilà. Donc, il peut y avoir plein d'ennemis à l'écran. Tu danses avec eux. Et après, ils meurent tous. Le gars est mort. Le gars n'a pas supporté la danse. À l'époque de la sortie de ce jeu, Michael Jackson est à l'apogée de sa carrière. Il s'agit de l'adaptation d'un film du même nom, sorti 2 ans auparavant. C'est en pleine Michael Jackson mania. C'est la plus grande star de la pop culture mondiale. Il n'y a même pas de compétition possible. C'est un coup de maître, ça fait de la Mega Drive la console branchée du moment. Sega propose des contenus innovants, mais pour lutter à armes égales contre Nintendo, il lui faut une mascotte pour contrer Mario. Et pour mettre KO cette star moustachue habillée en salopette, il va falloir être créatif. Donc ils voulaient un personnage qui symbolise la rapidité. Je crois qu'ils avaient pensé à un lapin au début. Un lapin, c'est rapide dans tous les domaines, donc c'était une bonne idée. Et puis je sais pas, quelqu'un a eu l'idée d'un hérisson. Je ne sais pas trop pourquoi. Quand on voit la vitesse à laquelle il traverse les routes et le résultat que ça donne, c'était pas gagné. Et pourtant, il a réussi. C'est moi, Maître Sega. Et ce petit excité, c'est Sonic. Dès sa sortie en 1991, Sonic s'impose immédiatement comme un concurrent à la hauteur de Mario. Chaque mascotte a son fan club. Et ce ne sont pas les joueurs du grenier Frédéric Molas et Sébastien Rassia, ados à l'époque, qui vous diront le contraire. Ok. Toi, t'es Mario, moi je suis Sonic. Enfin, pas littéralement, mais tu préfères Mario et moi je préfère Sonic. On joue à quoi en premier? Un petit Shifumi. 3, 2, 1... Ok, 3, 2, 1... Je suis une pierre et je gagne. Ouais. Dis pas pierre, fils de ciseaux, Transformers. Ah, c'est un bon concept, ça.
Une trentaine d'années plus tard, sur le plateau de tournage de leur chaîne YouTube, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une chambre d'ado, leur préférence pour leur mascotte reste intacte. En fait, c'est pas souffler qui marche, c'est le fait de cracher un petit peu dedans, ça renforce. C'est l'oxydation des pâtes en cuivre qui permettent de. Exactement, ouais. C'est vrai? Franchement, je le faisais par réflexe, mais de toute façon, il y a ce truc de se dire, personne ne sait qui a commencé à souffler dans ce jeu. Je sais pas, mais il y a une espèce de communion internationale qui fait que tous les petits du monde entier ont soufflé dans la cartouche. Oui, mais qui a soufflé le premier dans une cartouche? Le souffleur originel, ouais, je ne sais pas. J'en sais rien. Au final, ça ne marchait pas vraiment. Oui, effectivement. Et il faut jamais faire ça. On met de la vapeur d'eau quelque part et à terme c'est pas bon pour Même si l'ado se brosse correctement les dents. Ouais, même si, ce qui est très rarement le cas, mais même s'il se brosse bien les dents. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, à notre hérisson bleu. Sonic c'était un peu le cool, tu vois. Oui. Mario c'était le gentil plombier moustachu. C'était un peu ton daron ou ton papa. Qui reste qui répare les tuyaux, machin, etc. Et qui a un bisou sur la joue de la princesse et c'est tout. C'est ça, voilà. Sonic c'était le jeune, tu vois. Mais c'est vrai qu'on les a mis sur un même pied d'égalité, en fait, que quand tu creuses, c'est pas réellement la même proposition, en fait. Mais ils ont été mis sur un pied d'égalité parce que... c'était les deux mascottes phares, les deux machines phares de l'époque. Exactement. Mais les deux arrivent à résister aux affres du temps et à être toujours dans l'actualité, c'est ce qui est fou. 44 millions d'exemplaires de ce jeu se sont vendus dans le monde. Un succès dû à l'originalité de son personnage et à sa manière de se déplacer. Il va vite déjà, puisque à l'époque de Mario, c'est un jeu qui est assez lent en fait. Là, Sonic, c'est déjà un exploit technique de faire défiler des décors aussi rapides sur une machine qui a quasiment 30 ans, et ça sans que le jeu lag. Il n'y a aucun lag à aucun moment. Mais tu freines. Je te vois freiner. Je freine pas, c'est la manette qui est pourrie. Mais non, c'est pas... Si, c'est la manette. Bon. Il est nul ce jeu, je préfère Mario. Passons à Super Mario Bros, sorti en France en 1988 et vendu à 43 millions d'exemplaires dans le monde. Un peu moins que le premier opus de Sonic. Donc voilà, la science du gameplay, bien sûr, on avance, on voit un point d'interrogation clignoter, on a envie de taper dedans. Il faut que tu te rendes compte à quel point le jeu est très bien conçu pour l'année à laquelle il est sorti, quoi. C'est Mario qui a formalisé tout ce qui nous semble normal aujourd'hui dans un jeu de plateforme, c'est Super Mario Bros qui l'a formalisé, qui l'a établi. À l'époque, les publicités de Sega entretiennent la rivalité avec Nintendo. Leurs joueurs sont définitivement cool, rebelles, et ceux de Nintendo sont sages, même trop sages. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Il y avait des débats, toi, dans ta cour de récré, en mode c'est qui le meilleur entre Mario et Sonic, machin, etc. En général, c'est souvent lancé par la personne qui avait le meilleur truc du moment. Oui. Dont la Mega Drive, ouais, voilà. Donc, il s'adressait aux pauvres qui avaient la NES. C'était moi. Moi, j'avais, à ce moment-là, en 91, j'ai 9 ans. Donc, j'ai ultra influençable. Je vois une pub à la télé qui me dit « Hey, Sega, c'est plus cool que Nintendo !» Je fais « Ah bah ok. » D'accord. Sonic, Sega, c'est plus fort que toi. C'est-à-dire que Sega, il s'adressait à un public de préadolescents, adolescents. Nintendo, c'était pour les enfants. Moi, j'avais un peu l'idée que les fans de Sega étaient en général plus cool. C'était plutôt le genre à devenir rockstar ou pilote de Formule 1. Et les Nintendo fans, ils seraient gastro-entérologues. Voilà. Donc, il en faut, mais c'est quand même moins cool. Mais c'est fou avec le temps qui passe, c'est que maintenant je joue volontiers à des jeux Sonic, tu vois. Je me dis, allez, l'eau coulée sous les ponts, alors, quand même, on peut y aller. T'as 40 ans, mec. Ouais. Jouer chez soi à ses jeux préférés, c'est désormais une habitude dans les années 90. Gagner une course, terminer un jeu de plateforme, combattre l'ennemi avec bravoure. Ça devient très répandu. On a passé le crack des années 80, on voit bien que le jeu vidéo est installé. Ça rentre dans les mœurs, mais ça reste encore un loisir pour les enfants et les ados et pas encore un truc pour adultes. Moi, je me souviens de mes Noëls où j'attendais mes nouveaux jeux avec impatience. Les jours qui suivaient les Noëls, c'était potentiellement les meilleurs de l'année, quoi, à chaque fois. C'était trop bien. Ouais. Mais voilà, parfois le monstre est en dehors du jeu. Éteins la console, je veux regarder mon émission.
C'est invasif d'avoir une console, parce que la console, tu la branches sur la télé. Et quand l'enfant joue à la télé, bah, toi, tu ne peux plus regarder la télé. Ah bah si maman voulait voir Aujourd'hui Madame, il fallait qu'on arrête de jouer aux jeux vidéo. Et c'était une époque, en plus au début, où il n'y avait pas de sauvegarde. Donc c'était vraiment compliqué d'arrêter un jeu vidéo. Tu pouvais accepter de débrancher la prise Péritel et laisser la console allumée, mais ça consommait de l'électricité, donc on se faisait engueuler aussi. Donc pour les joueurs, c'était très difficile. Pour remédier à ce problème, les constructeurs ont une nouvelle idée. Séparer la console de la télévision. Hey, vous voulez jouer partout et tout le temps? On a ce qu'il vous faut. L'origine de cette partie de l'histoire se situe dans les années 80, dans un train. Imaginez le décor. Vaches, montagnes, voisins qui se grattent le nez, bébé qui pleure, enfin bref. Alors là, on avait notre ingénieur de Nintendo qui s'est rendu compte que les gens dans le train, puisque les Japonais prennent beaucoup de train, s'ennuyaient. Et il avait vu un cadre essayer de s'amuser sur sa calculatrice, à faire ce qu'on a tous fait quand on s'ennuie en classe, trouver des choses. 713, 705. Et voilà, il y a marqué soleil. Ah ouais, pour les longs trajets, c'est un peu juste. Donc ils ont travaillé dessus, ils ont sorti ce qu'on appelle des Game & Watch, parce que à la fois c'était un jeu, et ça peut paraître anecdotique, mais ça donnait l'heure. Et donc ils ont sorti plusieurs modèles, d'abord au Japon, puis là ils se sont rendus compte que c'était pas du tout les adultes qui s'y intéressaient, enfin pas que les adultes qui s'y intéressaient, mais que les enfants se sont appropriés absolument ça. Ces petits jeux électroniques à trimballer partout, vendus l'équivalent de 50 €, faisaient la joie du petit colique qui, heureusement, ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Un de mes tout premiers jeux que j'ai eu étant gamin, c'est ce Game & Watch, Manhole. Voilà, ça c'est vraiment le mien d'époque que j'ai eu à l'époque. Ce que j'ai dû racheter par contre après, parce que moi quand t'es gamin tu balances les boîtes, évidemment tu t'en fous en fait. Donc j'ai racheté la boîte après coup, une boîte seule. J'adore la petite illustration. Enfin bon, évidemment ça j'imagine que vous n'êtes pas touché, mais moi ça me touche, tu vois, je suis voilà. De 1980 à 1991, ces Game & Watch seront vendus à plus de 43 millions d'exemplaires dans le monde. Alors c'est très recherché par les collectionneurs, ça peut valoir certains modèles vraiment très très chers. Alors ça va de, je dirais, 50 €, un modèle commun, on a juste généralement que la console, et un modèle comme Egg, par exemple, qui est le modèle le plus recherché. Si on a la boîte, la notice, voire les piles d'origine, ce qui est le Graal pour les collectionneurs, en état complet, il sera autour de 2000 €. Seule limite de ce petit objet, il n'y a qu'un jeu disponible, alors il va céder la place à de nouveaux appareils. En septembre 1990, c'est la sortie de la Game Boy. C'est un rêve de gamer de pouvoir se balader avec avec sa console. Tu es dans le métro, tu es dans le bus, tu es n'importe où. Hop, tu sors ça du sac et c'est parti. Tu te fais une petite partie de 5 minutes et puis après tu coupes et tu la ranges dans le sac. C'est génial. L'arrivée de cette Game Boy, vendue avec le jeu Tetris, a marqué toute une génération. Game Boy, only from Nintendo. Dont une figure incontournable de notre chaîne qui affirme avoir été un expert du jeu à l'époque, Johan Faggianelli. Elle est trop propre cette console les gars. Ça va pas du tout. Pour bien jouer à Tetris, faut que la console soit cracra. Y a pas de la pâte à tartiner, c'est hyper important. Bon, c'est bon, on peut y aller? Allez, c'est parti. On commence par quel niveau? Le 1? No. Le 2? No. Le 7. Oula, je me suis enflammé! Le monde entier s'arrache cette console. 119 millions d'exemplaires seront vendus. Ah, c'était fou, ouais. Franchement, la Game Boy qui sort, c'est la folie. Hein. C'est la folie parce que les cartouches, tu peux changer de jeu. Elle est belle. En fait, c'est un super objet, quoi. Et tu pouvais pour la première fois changer tous ces jeux, quoi. C'était fou. Tu pouvais l'emmener partout et ça sauvegardait les parties, quoi. Non mais, ça a l'air tout simple aujourd'hui parce qu'on a tous nos trucs et tout, mais à l'époque, c'était juste une folie, quoi. Enfin, le graphisme est un petit peu limité, non? Aucune ref. Donc le graphisme, pour moi, ça allait durer toute ma vie comme ça. Hein. Il n'y avait pas cette notion de couleur et tout ça. Non, c'était complètement admis qu'une portable, quoi qu'il arrive, ça pouvait être un petit peu à un niveau en dessous que les consoles normales. Voilà. Oh la catastrophe! Bah ouais, en fait, je me rends compte que on gagne pas. Mais là, l'ennemi, c'est toi.
c'est ta nullité en fait. Effectivement, le jeu est réputé imbattable. Et pourtant, 34 ans après sa création, un jeune Américain de 13 ans vient de réussir à le terminer en le faisant bugger après 38 minutes sans fausse note. Oh là là. Il y a un champion du monde de ça? Il va comment? Nerveusement, il va bien? Oh, super! Moi, je suis un petit peu pareil. Il y a des records du monde pour lesquels moi j'ai sauté de mon canapé, voilà, et j'étais trop content. C'est normal d'avoir ce genre de réaction quand tu accomplis un fait ou en tout cas un record inédit ou enfin voilà, tu rentres un peu dans l'histoire des jeux vidéo quelque part. Il restera pour toujours la première personne qui a cassé le jeu. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Ah, difficile de faire mieux. Une autre idée pour performer sur ce jeu, Johan? Gars, travailler les biceps. Tu peux bosser également tranquillement les épaules. Mais il fallait en avoir deux, tu vois. Face au succès de la Game Boy, Sega et Atari tentent de rivaliser en créant des consoles beaucoup plus performantes et en couleur. Là où Sega a vu les choses très différemment, évidemment, Nintendo a été précurseur sur les consoles portables. Sega a ensuite sorti sa Game Gear, qui là était en couleur, était rétro-éclairée. Elle était vraiment superbe cette console, hein. C'est gros, c'est tout. Mais par contre, elle te bouffait en pile, c'était énorme. Donc en fait, elle est portable. Dans ton jardin, quoi. C'est portable, ouais, c'est vraiment genre, regarde maman, je suis dehors, tu vois que je suis pas en train de jouer dans ma chambre. Et ils n'ont pas réussi à trouver vraiment le succès avec ça. Ça n'a pas été un échec non plus, mais évidemment incomparable avec la Game Boy. Même problème pour la Lynx d'Atari. Elle est gourmande en énergie. Environ 3 millions de consoles Lynx seront vendues jusqu'à la fin de son exploitation en 1995 contre 10 millions pour la Game Gear de Sega. Testons ces 3 consoles sur de jeunes cobayes pour voir ce qu'ils en pensent. Je sais toujours pas ce que c'est ce truc-là, mais bon. C'est quoi? Le jeu, il est sympa. Juste, j'ai pas l'habitude de l'écran et je le trouve très blanc. Pour une console d'il y a quelques années, oui, je trouve ça vraiment bien. Juste, je vois pas grand-chose, mais oui. Comparé à une Nintendo que j'ai eue quand même pendant ma jeunesse, pèse la double. Quand même. Donc ça serait assez chiant pour avoir constamment comme dans l'ancien cadeau ou quoi que ce soit. La technologie a tellement évolué en fait que vraiment aujourd'hui on est sur des qualités mais largement au-dessus. Mais après c'est une console rétro et on aime toujours y jouer parce que ça fait découvrir d'anciens jeux aussi. Oui mais à l'époque c'était des petits bijoux de technologie, n'est-ce pas? On voyait rien aussi, hein. Moi je me rappelle il y avait un copain qui l'avait ramené en sport. Dans le noir. Ouais, mais on voyait que dalle, hein. C'était en couleur, mais c'était pas foufou. Ah mince, même à l'époque. Après, ça me permettait de gruger, c'est jouer dans mon lit aussi. Il y avait le truc de. Tu jouais un peu sous ton bras comme ça. Ouais, tu dors? Oui. Je fais une petite partie. D'autant qu'il y a eu des jeux mythiques sur la Game Boy dont il était difficile de décrocher. T'as Mario en portable, t'as Zelda en portable. Tu vois, les jeux que t'aimes sur la NES, tu les as en portable. Des excellents et des très bonnes parmi les meilleurs Zelda. Pour moi, le meilleur Zelda. C'est ça, on n'a pas mis. Il est sur Game Boy. Alors, c'est quoi votre console préférée sur les 3? Pour moi, ça resterait la Lynx. Juste pour l'ergonomie. Moi j'ai bien la Lynx parce que je me suis bien amusé dessus. Moi la Sega ici, la Game Gear, j'aime beaucoup aussi au niveau des jeux. Du coup, vous pensez laquelle a le mieux fonctionné pour ceux qui n'ont pas connu à l'époque? La Game Boy. Pourquoi? Parce que ça appartient à Nintendo. Bravo, c'est bien cette console qui s'impose pendant 10 ans un record. Entre la première grosse Game Boy monochrome, la Game Boy un peu plus petite qui est sortie après, la Game Boy Color, hein. Oui, elle a duré un petit bout de temps. Hein. Et en plus, au bout de 10 ans, je crois, bam, arrive Pokémon, quoi. Ouais. C'est un truc de malade. Au moment où la Game Boy commence à baisser, tac, il y a Pokémon qui arrive. C'est vraiment tu peux pas lutter, le timing est parfait. Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon? Je les ai sur votre Game Boy et nulle part ailleurs. Pokémon sur Game Boy, ils sont arrivés. Il vous faut les 2 cartouches pour les attraper. Tous. Le gars qui a créé les Pokémon, c'est un gars qui collectionnait les insectes. Donc, qui dit « je collectionne les insectes, ce serait pas mal de faire un jeu où on collectionne les insectes !» Et puis chez Nintendo, ils disent « Mais ça, pas non, rentre chez toi !» Et puis après, il revient et dit « Et si on mettait des petits dragons et des petites bestioles à plat des insectes ?» Ah, là, tu nous intéresses. C'est malin et c'est très mercantile le fait d'avoir plusieurs cartouches. Tu ne peux pas posséder tous les Pokémon, donc tu dois les échanger. T'allais dans la cour de récré avec tes potes ou t'allais voir tes potes, tu mettais le câble Link que tu branchais à l'autre Game Boy comme ça et tu t'échangeais les Pokémon qui te manquaient. Ça, c'était génial. Et là, ça a été un raz-de-marée, un carnage. Je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu ça.
Et après, c'est devenu une mode à part entière. Et aujourd'hui, pour que la série existe encore, c'est que voilà. Avec sa Game Boy, Nintendo s'impose comme le leader incontesté de la console portative. Parce que tout ce qu'ils ont sorti par la suite après a été que des cartons. Même s'il y a eu des tentatives, il n'y a que Sony évidemment qui a résisté un petit peu, qui a sorti sa PSP plus tard et qui s'est fait un peu son trou. En 2004, une nouvelle Nintendo portable sort, c'est la DS. L'année suivante, Sony tente de rivaliser avec sa PSP, une console portable hyper perfectionnée mais qui est vite écrasée par le pouvoir d'attraction de la DS et ses jeux fédérateurs comme Mario Kart. 155 millions de joueurs s'offrent la DS, dont cette jeune femme qui ressemble à s'y méprendre à la princesse Peach avec sa belle couronne. Vous l'adoriez, n'est-ce pas ? C'était trop cliché, fille. Je choisissais toujours Mario parce que pour moi, dans mon subconscient, puisque le jeu s'appelait Mario Kart, je voulais le gagnant, c'est-à-dire le héros. Et vous, champion, vous prenez lequel ? Mon personnage de jeu vidéo préféré, ce serait peut-être Donkey Kong Junior. Il lance des bananes, il a un petit Marcel blanc sexy, enfin voilà, j'aime bien Donkey. Miss France 2021 était donc une fan du jeu Mario Kart. Il faut que je joue et en même temps que je réponde ? Ah oui, c'est un peu le principe. Ça va être compliqué, mais ça va le faire. Je crois que j'ai toujours été j'ai toujours bien aimé la compétition. Et Mario Kart, c'est pour le coup le jeu que je préférais parce que la compète pour pouvoir être la première. Et oui, ça développe l'esprit de compétition. L'entraînement idéal pour le concours de Miss France. Sur Miss France, en fait, j'avais perdu tous mes repères. À la différence d'un jeu vidéo qui est virtuel, c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur des boutons et d'être pris dans un jeu vidéo en compétition avec des personnages fictifs que quand c'est toi, ta propre personne, et qu'on se cache pas derrière un personnage comme Mario. Peut-être que ça aurait été plus facile sur le coup si j'avais été Mario sur Miss France. T'aurais pas gagné. J'aurais peut-être pas gagné. Bah, peut-être trop de moustaches du coup. Enfin bon, ça veut rien dire. Tu vois là par exemple, ça me gratte le nez mais j'oserais jamais le faire parce que sinon je pense que je vais perdre. Quelle technique ? On sent les heures de pratique. C'est ça le problème des jeux. Pour le petit secret, je l'emmenais partout avec moi et comprenant les toilettes. L'endroit le plus sympa pour jouer. Colique, vous partagez ce point de vue, j'imagine ? Ouais, pourquoi pas, ouais. J'ai encore gagné. C'est fatigant. Non, je vais arrêter. De toute façon, je vais me couper une main parce que je suis beaucoup trop forte. Ah, les excès de confiance de l'enfance. Voilà les sensations que font remonter les vieux jeux vidéo. Et à l'époque, pour ravir nos cœurs, les constructeurs continuent leur guerre. Mais la fin est proche. Enfin, pour certains. Au début des années 90, l'avancée technologique permet l'émergence de la 3D, un virage difficile à prendre pour les constructeurs. L'arrivée de la 3D, c'était un des autres rêves de tous les gamers, de pouvoir aller où on veut dans un jeu vidéo. La plupart des jeux vidéo te limitaient à un écran vue de profil, avec un scrolling, etc. Grâce à la 3D, tu déplaces le personnage et c'est une liberté d'action incroyable. Et ça crée un nouveau genre de jeu. Ça permet une immersion, on s'y croirait quasiment. Même maintenant, on s'y croirait. Il y a certains jeux, honnêtement, c'est quasiment tout proche de la réalité. En 1993, Atari sort une console avec cette nouvelle technologie. Donc Atari, au milieu de tout ça, ils arrivent avec une console qui s'appelle la Jaguar. C'est très prémonitoire de donner à une console un nom d'espèce en voie de disparition. C'est pas une bonne idée du tout. Ah oui, la Jaguar. Ah oui, c'est vrai. Donc elle fera vraiment pas long feu, ça marchera pas du tout. Avec seulement 250 000 exemplaires écoulés, le bilan de la machine est désastreux pour la firme. D'autant qu'au même moment, la PlayStation de Sony, le géant de l'électronique japonais, est commercialisée en France et promet une expérience inédite. Ah, il y avait des pubs un peu bizarres avec un genre de professeur qui tenait la PlayStation 1 comme ça, c'était assez étrange. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Les savants le certifient, ses effets sont démoniaques. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Il y a ce côté scientifique, ce côté technologique, ce côté on est dans le futur, on est dans une espèce d'avancée. Ils visaient vraiment, peut-être qu'ils essaient de rapatrier ceux de chez Sega un petit peu, je sais pas, à ce moment-là. Et ouais, ils ont voulu prendre vraiment les gamers un peu plus expérimentés, un peu plus âgés. C'était la cible. Ça l'est toujours, je crois. Sony, c'est du divertissement, c'est de la musique, c'est de la hi-fi.
Et c'est beaucoup d'argent. Dans ce domaine-là, je pense qu'à l'époque, personne ne prenait ça au sérieux. Et quand on a commencé à voir ce qu'il y avait dans les consoles, tout le monde a commencé un peu à flipper. Ils ont tout un tas de licences, Spider-Man notamment, qui sont très très fortes. Je veux dire, Spider-Man, quand vous en parlez, tout le monde connaît, je pense. Et quand tu as une licence comme ça exclusive, bah forcément ça joue. Donc je crois que c'est ça qui a fait qu'ils ont su négocier les bons choix au bon moment. Outre sa technologie incomparable, cette console possède des manettes révolutionnaires, un lecteur CD et des jeux originaux en 3D comme Tomb Raider et son personnage Lara Croft. Un Indiana Jones au féminin qui a su séduire 8 millions de joueurs désireux d'aventure. Lara Croft. Mais déjà... Bah quoi, c'était pas l'aventure qui vous attirait dans ce jeu ? Non, mais le design, l'attitude, enfin le fait de... Même l'environnement, il y avait des dinosaures, tout ça. L'attitude. Non mais oui, franchement, cite-moi un personnage féminin un peu badass avant Lara Croft, quoi, ça n'existait pas. Il y avait juste des demoiselles en détresse, t'avais Peach, tout ça. Là, t'as une meuf, t'as une petite lunette, Nat et des flingues à chaque main, quoi. Donc, et le reste. Et les hormones. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Merci Sébastien. Et que pensent les femmes de Lara Croft ? Gaëlle Marie est une fan apparemment, ça tombe bien. Vous avez vu ça ? Ça c'était stylé. Moi dans mes yeux d'enfant, je voyais pas du tout le côté sexy. Pour moi, elle part à l'aventure, elle a besoin d'avoir des vêtements pratiques, tel un short et des boots. Voilà. Ce qu'on aimait, c'est que ce soit une fille, et qu'elle était badass, et qu'on pouvait retrouver une héroïne, quelqu'un à qui s'identifier, voilà, quand on jouait aux jeux vidéo, et que ce soit pas que un petit plombier italien. Et puis pour les garçons, peut-être qu'il y avait un truc un petit peu plus coquinou sur les bords, voilà. Avec, ma foi, une poitrine généreuse. Quand on a 12-13 ans, je pense que c'est un détail qui compte. Oui, enfin à condition d'aimer la géométrie. Donc c'est pas du tout des beaux arrondis, personne n'a ça, à part Madonna dans certains costumes, personne n'a les seins de Lara Croft. Allez, on va mourir, hein ? Je pense directement. Attends. Respirons 5 minutes. Va falloir m'aider, hein, parce que là, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Alors 30 ans plus tard, c'est votre manière de jouer ou Lara qui a vieilli ? Lara, elle a pas pris une ride, au contraire. Regardez-moi cette star. Toujours la cuisse à l'air, en train de courir, sauver le monde. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, franchement. Alors, évidemment, on pourrait dire que le graphisme, ça a énormément évolué depuis, que là, c'est encore très pixelisé, que le jeu, il n'est pas ultra rapide. Il n'y a pas à rougir tellement, parce que c'est quand même un jeu qui a quel âge ? 30 ans ? Pas tout à fait 30 ans. Et il me met bien en difficulté, hein. Depuis, Lara Croft est devenue l'emblème de la PlayStation. PlayStation, ils arrivent, ils ont compris que le marché a évolué. Et évidemment, ils font un carton parce qu'en plus, la PlayStation et beaucoup d'éditeurs très très connus quittent les anciens éditeurs pour partir sur la PlayStation, qui en plus offre le support CD. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives. Le succès de la PlayStation est énorme. Elle est vendue à 102 millions d'exemplaires. Et encore aujourd'hui, c'est l'une des consoles les plus cultes de l'histoire. Elle est restée longtemps la console la plus vendue de Sony avant d'être dépassée par sa petite sœur, la PS2. Face à tant de modernité, Atari boit la tasse et coule en 1996. Atari, c'est un peu, tu sais, dans une fête, les mecs il y a du bruit, il y a de la musique partout, et c'est les mecs qui quittent la fête à 23h en mode « Bon, je rentre, salut, hein !» Et personne ne se retourne parce que personne ne les entend partir. Sega tente de rester en compétition et propose sa console Dreamcast en 1999. Mais elle ne rencontre pas son public et pour la marque, c'est la fin. Oui, pour la marque, c'est la fin, j'ai dit. Voilà. Donc, en plus de te donner des cours de caméra, je te donne des cours de jeux vidéo, c'est pas mal. Ça va. Messieurs les caméramans, là, c'est pas vraiment le moment de jouer, là. De quoi? Non mais nous parlons de la mort de Sega, hein. On reprend la caméra, s'il vous plaît. Ah. Comme de la tienne, Lauriane. Allez, bam. Non mais un peu de respect quand même, non mais... Oh. Ils ont fait la Dreamcast, la console a toutes les qualités du monde, mais PlayStation était arrivé et ça a été un rouleau compresseur qui a tout défoncé. Mais je l'aime cette console d'amour, c'est la meilleure console de tous les temps.
Seuls 10 millions de Dreamcast seront vendus dans le monde. En 2001, Sega décide de jeter l'éponge et stoppe la production de consoles. C'est dommage, hein, c'est dommage, Sega c'était cool, mais c'est devenu moins fort que moi maintenant, mais c'est comme ça. La seule console qui a réussi à se vendre face au raz-de-marée et Sony, c'est la Nintendo 64. Maintenant disponible sur Nintendo 64, Mario 64. Mario, Mario Kart, GoldenEye, Zelda, ces marques fortes emblématiques de Nintendo cartonnent. Et la console possède un autre atout, on peut y jouer à 4. Vous n'en reviendrez pas. Ils ont pris leur temps, ils sont arrivés après les autres. Et eux, ils ont le temps de développer une manette et une console qui est vraiment développée, adaptée à la 3D. Ils ont pris du retard, ils sont un peu arrivés à la bourre sur la génération 3D, mais ils sont arrivés avec des hits qui sont incontournables, quoi. Quand tu vois Ocarina of Time et Mario 64, c'est vraiment... GoldenEye, génial. Meilleur jeu de la N64 pour moi, je pense. La Nintendo 64 comptabilise 2 300 000 ventes dès sa première année. Et le jeu qui a fait fureur dès sa sortie en 1997... c'est Super Mario 64. Et oui, encore lui. Cette première version du personnage en 3D sera vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. Et accrochez-vous bien, ce n'est pas tout. En 2021, lors d'une vente aux enchères américaine, une cartouche intacte de ce jeu s'est vendue 1 300 000 $, soit plus d'1 million d'euros. Mais ce jeu a aussi une grande valeur, sentimentale pour d'autres qui y jouent depuis leur plus tendre enfance. Bonjour, je m'appelle Niliste. Cette streameuse de 27 ans tente de drôles d'expériences comme jouer avec une seule manette à 2 jeux en même temps ou encore terminer un jeu sans jamais mourir. Mais sa spécialité, c'est le speedrunning. Le speedrun, c'est donc une discipline qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. De mon côté, je me suis spécialisée dans les speedruns de jeux Mario, notamment de Mario 64. Pour vous donner une petite idée, Mario 64, en fonction des catégories, je le termine en à peu près 17 minutes. On est bien loin de ce qu'on faisait quand on était petit. Une performance car la durée moyenne pour terminer ce jeu est d'environ 12 heures. Aujourd'hui, au Forum des Images à Paris, Ninist a organisé une course en public entre 2 spécialistes des jeux vidéo, Superplayer et Farod. 3, 2, 1, 0. Ok, le timer est lancé. Excellent, excellent. Les joueurs s'affrontent pour terminer le jeu Super Mario 64 le plus vite possible. Ça veut dire qu'il y aura forcément des glitches, notamment 2 qui sont obligatoires. Un glitch, c'est une faille. C'est quand tu traverses un mur alors que t'es pas censé le traverser. C'est quand tu apparais dans un endroit en faisant une petite technique alors que t'es pas censé le faire non plus. Les speedrunners, ils utilisent les failles du jeu à leur avantage. Pour finir le jeu en un temps record, les speedrunners utilisent les glitches. Comprenez des petits bugs qui permettent de sauter des étapes. Vous savez qu'il y a normalement une étoile qui est cachée dans ce mur. Normalement, on prend le canon, machin, on fait des techniques, c'est compliqué. Là, on se fatigue pas. Le reset caméra, parfait. Là, il l'avait. Mais non, mais c'est pas de la triche. Le record du monde est détenu par Swiggy, un Canadien de 18 ans qui a terminé cette course en 14 minutes et 35 secondes. 16 stars dead. 16 Oh my god! Oh my god! Oula, vous avez besoin d'aide, jeune homme? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Pour arriver à ces performances-là, ça nécessite vraiment des centaines d'heures de jeu. Il y a vraiment des paliers. Descendre sous les 20 minutes, c'est très difficile. Et descendre sous les 18 minutes, c'est plutôt vraiment des milliers d'heures de jeu. S'il fait un peu de suspense. Et ça passe. Et c'est time à 23:48. Et donc, félicitations aux vainqueurs ce soir de cette petite race. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de speedrun et les jeux rétro, en plus de ça, n'ont jamais été autant à la mode. Plus les années passent, plus ils sont à la mode, plus ils coûtent cher, plus les collectionneurs les veulent. Tout simplement, je pense, parce que c'est les enfants qu'on était il y a 20 ans, 30 ans pour certains, qui ne s'en passent pas. C'est de la nostalgie vraiment pure. Et cette nostalgie a un prix. Il suffit de se rendre sur une vente aux enchères de rétro gaming pour s'en rendre compte. Sur cette table, 93 lots composés de jeux et de consoles datant des années 1980 à 2000.
Donc au niveau des lots, vous avez des petits lots ici à 20, 30, 40 euros, les petites Game Boy Color. Vous avez ici Neo Geo, là c'est beaucoup plus cher. Vous avez des lots à 200, 300 euros. Après vous avez des choses à là, voilà, la GameCube de cette couleur-là, on est dans les 180 euros en prix de départ, hein, on parle de prix de départ. On va voir ce que ça donne en arrivée. Vous avez ici la Super Nintendo. Celles qui sont sans emballage ont moins de valeur. Donc c'est toujours mieux de les avoir en boîte. C'est plus. Là on a des choses plus récentes, vous voyez les Game Boy, mais celles-là... Voilà, avec un peu plus des éditions tribales. Donc ça, c'est des éditions plus limitées qu'on ne trouve pas forcément. Et je pense que même aujourd'hui encore, il y a des personnes dans leur grenier, dans leur chambre, ou je sais pas, un peu cachés, ils doivent avoir des trucs assez incroyables. Pour David Kahn, commissaire-priseur plus habitué aux objets de luxe, cette vente n'est pas comme les autres. Alors, c'est original, c'est ma première vente dans ce thème-là, donc je découvre. Mais j'ai trouvé des gens formidables, et on découvre un monde extraordinaire, enfin voilà, avec des gens étonnants, voilà. 50, alors console Game Boy. Effectivement, ici les clients sont déguisés en lapin. 80 euros. D'accord. Et pour la light? La light, alors la 45. Et les experts en ninja. Alors la cravate était obligatoire, mais allez autour de la tête, c'est bon. Venez, venez. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer cette vente aux enchères spéciale console et jeux vidéo avec le numéro 1. Console Nintendo 64 boîtes. On est donc déjà à 160. 10, 20, 220. 200, 300. 300. 300 euros. 300, 3 fois, c'est dans salle, j'adjuge. Adjugé 300. Merci. Chaque lot trouve preneur à des prix pourtant élevés. Adjugé 310. Adjugé 230. Adjugé 450. C'est vrai que collectionner des jeux Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast, jusque 2009-2010, c'était assez facile. On pouvait aller dans un vide-grenier à 14h et ressortir avec des sacs remplis de jeux de console. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Moi, je suis très contente d'avoir fait ma collection à une époque où on pouvait acheter des jeux pour 3 euros, alors que maintenant, certains en valent 300. Et le clou du spectacle, ce sont ces jeux de console Neo Geo datant des années 1990, dont les prix de départ atteignent déjà plusieurs milliers d'euros. Metal Slug X Neo Geo AES. Et il est rare. Donc on commence à 2000. 2000 euros et c'est prêt à 2000. 2600. 3100. 3800. 4000. Adjugé. 4200, bravo. Merci. 4200 euros pour Metal Slug, un jeu Neo Geo? Mais pourquoi des collectionneurs sont prêts à mettre un tel prix pour un jeu de guerre? Il est en or massif? Et pourquoi c'est si cher? Pourquoi les jeux sont si chers? Parce que comme tu peux le voir, tu vois, les cartouches, elles sont énormes. Et toute la puissance, entre guillemets, de la cartouche, elle se situe dans 2 PCB. En fait, c'est vraiment l'arcade à la maison. Et même, quand tu vois la manette, c'est un pas d'arcade. Tu vois, c'est vraiment le truc avec un peu de poussière là, en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment le truc comme ça. Chaque jeu coûtait le prix d'une console Sega ou Nintendo. Voilà pourquoi seules 410 000 consoles Neo Geo ont été vendues. Ça a été surnommé la console des riches pour une raison, c'est parce qu'il y avait vraiment que les riches qui avaient une Neo Geo. Et ça faisait baver tout le monde, mais on n'y avait pas accès. Personne dans mon entourage n'avait cette bécane. Moi, il s'appelait Dupont. Le mec qui avait une Neo Geo, il s'appelait Dupont. Avec un monocle et tout, bon. Ah ouais, mais il avait une Neo Geo, et quand il me l'a dit, j'ai fait évidemment. Je me suis vraiment dit, c'est logique. Tu retiens comme si tu le criais en l'air comme ça, Dupont! Et même si ce gars était pas sympa, et c'était le cas du mien, on allait quand même jouer chez lui. Il s'appelait Thierry, je le salue au passage. Voilà. Tous les joueurs acharnés de l'époque ont rêvé de l'essayer. Alors aujourd'hui, quand ils y jouent, c'est un peu la lune de miel. J'adore ce jeu, j'adore cette licence, quoi. L'animation des persos, cette ambiance sonore, tout, je trouve ça hallucinant. Même encore aujourd'hui, moi, à chaque fois que je mets dans la console, je trouve ça magnifique, quoi. En fait, il y a plein de détails. Regarde, là, ils sont en train de se marrer, je sais pas, et puis il y a un porc au milieu, mais moi, je vais les buter quand même. Mais voilà, c'est comme ça, c'est hyper injuste. T'as une petite flaque d'eau, tu vois ton perso qui se reflète dans la flaque d'eau. C'est des détails pour l'époque qui sont incroyables. Il y a toujours cette expression en disant que c'était la Rolls-Royce des consoles, tu vois. T'as un peu ce délire-là. C'était Neo Geo, t'avais une Neo Geo, c'était une petite musique. C'est ma Neo Geo. Écartez-vous les pauvres. Aujourd'hui encore, cette console et ces jeux font partie des pièces les plus chères d'une collection. Pour avoir ce qu'on appelle un full set, donc toute une collection complète de jeux Neo Geo, on a de quoi s'acheter une maison, je pense, avec.
Donc oui, la Neo Geo, c'est vraiment la console, on va dire, le Graal des collectionneurs. Si les collectionneurs sont à l'affût de la perle rare, c'est que ces objets racontent l'histoire du jeu vidéo et surtout les efforts des constructeurs pour proposer toujours plus de nouveautés pour le plus grand plaisir des joueurs. Juste pour cette raison que ça a été inventé. Parce que même Et pour l'argent, surtout pour l'argent, bien sûr. Bien sûr. Ouais, aussi, ouais, c'est pas faux. Mais il suffit d'observer les manettes que Bobby, notre accessoiriste, a rassemblées ici pour voir l'incroyable progression de la technologie. Et je te propose, si tu acceptes, de me mettre dans l'ordre ces manettes-là. Allez, on y va. Alors, on a 40 ans de jeux vidéo là devant nous. À peu près. À peu près. Hein. Donc, la plus vieille, c'est sûr, c'est celle-là. Hop. Ouais. L'Atari 2600. Donc, c'est la mamie des manettes de jeux vidéo. C'est ça. Alors, après, normalement, ça doit être la Nintendo NES. Ouais. Qui est là. Donc, 2 boutons. Oh là là, révolution. Et puis la croix. La fameuse croix directionnelle de Nintendo qui a déposé un brevet dessus. Pendant 20 ans, c'est la surenchère pour proposer plus d'ergonomie. Je sais pas comment je faisais avec une petite main d'enfant pour la prendre correctement. Et de confort de jeu. Leur manette PlayStation avec, non pas un, mais 2 sticks analogiques. Avec parfois quelques loupés. La Xbox. Sortie en 2002 après la chute de Sega, c'est la première console de Microsoft. J'ai pas pris la petite, hein. Il y a 2 versions. J'ai pris la V. Franchement, elle est énorme. Et elle pèse un âne mort. Là, on se dit, oui, la console est américaine. Ça fait Roswell, un peu. C'est ça, on dirait un peu une espèce de soucoupe volante, une navette spatiale. La console était énorme. Hein. C'était vraiment un truc, c'était un magnétoscope, quoi. C'est vrai. Dans la catégorie poids-plume, c'est au tour de la GameCube de sortir en 2002. Il y a un positionnement de boutons qui est assez particulier, avec 4 boutons, mais le A est clairement central. Faut pas faire de jeu de combat avec. Par exemple, j'ai essayé, ne le faites pas chez vous. Ah bah alors, donc du coup on est bien. Alors, je sais pas, pouf, il en reste une. Laquelle est la dernière? Ah, dur. Bon, allez, on vous le dit. C'est la Wii, sortie en 2005. C'est une révolution d'avoir mis de base dans une console une manette avec détection de mouvement. Soit on pointe, soit on peut pointer, on peut tourner, ça marche moyen, et on peut surtout agiter, ça marche bien. On sent que Nintendo, ils ont arrêté la course à la puissance et ils misent tout sur le concept. Ils ont toujours été là pour ouvrir les portes et après, il y a toujours eu des copies derrière. Bah écoute, bravo, t'as tout remis dans l'ordre. Bah, écoute, merci à toi pour ce petit jeu. En 60 ans, le secteur du jeu vidéo a bouillonné d'idées pour le faire passer d'un style plutôt simpliste à de véritables œuvres d'art. Le jeu vidéo a suivi l'évolution de la société. Technologiquement, ça a explosé. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on peut faire avec un jeu vidéo, c'est fou, c'est comme un film. En termes de montant d'argent généré, le jeu vidéo a dépassé le cinéma. Dans les années 80-90, les consoles se vendaient mondialement à 40-50 millions d'exemplaires. Maintenant, les consoles comme la PlayStation 5 ou la Xbox ou la Switch font ça en un an. Voilà. J'ai eu la chance de naître avant l'existence des jeux vidéo, de voir naître les jeux vidéo et de suivre leur évolution jusqu'à aujourd'hui, qui est déjà phénoménale. J'espère avoir devant moi encore le temps de voir le truc ultime, le jeu vidéo dans lequel je pourrais rentrer totalement. Donc peut-être que l'évolution, ça serait un casque de réalité virtuelle qui serait comme des lunettes simplement qu'on mettrait tout bêtement sur le front, qui permettrait de s'immerger complètement dans un monde, mais sans tous les problèmes qu'on a actuellement avec les casques de réalité virtuelle où c'est chaud, tu transpires, t'as mal à la tête parce que le truc il est lourd en plus. Je pense qu'on arrive vraiment à une sorte de limite au bout d'un moment quand même. Je vois plus trop la... C'est magnifique, hein, c'est superbe, mais on va pas aller encore plus loin. Je suis blanc ou noir? On va faire un truc. Allez, Kylian! Non! Kylian! Si les jeux anciens, les jeux classiques et les jeux modernes cohabitent encore aussi bien, c'est parce que on retrouve un plaisir simple. Donc il n'y a pas, c'est comme un film, même s'il a 70 ans, un grand film c'est un grand film. Et un grand jeu c'est un grand jeu. Il faut continuer à transmettre la flamme du rétro gaming. C'est vraiment un univers génial.